D'un coup, je suis sortie par le haut de ma tête. Je voyais ce corps en bas et je savais que c'était mon corps. Je regardais autour de moi. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous vous êtes rendu compte que vous étiez sorti de votre corps? J'étais plutôt contente. Des choses qui sont très surprenantes. Je suis allé aux frontières de la mort. Ne me demandez pas de l'expliquer, parce que je l'explique pas. Je me sentais pas bien, comme si c'était réel. J'aimais une énergie particulière. Plus on en connaît, moins on en connaît. Je peux pas l'expliquer. Je peux pas l'expliquer. C'est assez étrange. Et si c'était vrai? Je m'appelle Stéphane Alix, je suis journaliste d'investigation depuis plus de 20 ans. Au cours de mes différents voyages, je me suis rendu compte, année après année, qu'un très grand nombre de gens vivaient des expériences extraordinaires. Des sujets sensibles, qualifiés un peu vite de phénomènes surnaturels. Ces sujets méritent d'être traités avec sérieux. C'est pourquoi j'ai décidé de mener l'enquête, une enquête dédiée aujourd'hui aux expériences de mort imminente. Nous avons tous entendu parler de ces expériences de mort imminente. Elles se produisent aux frontières de la mort, lors d'accidents graves, lors d'un coma, voire pendant un arrêt cardiaque. Les personnes, une fois réanimées, racontent avoir eu l'impression d'être dans un tunnel ou d'avoir vu une lumière blanche. Xavier a vécu une expérience de mort imminente, une EMI. Lorsqu'il a été transporté aux urgences, il s'enfonçait dans le coma. Il était en train de mourir. Pourtant, et bien que totalement inconscient, il s'est mis à voir et à entendre tout ce qui se passait dans la salle. Est-ce que vous voulez me raconter votre expérience? On m'a emmené aux urgences, voilà, et en fait, le premier souvenir que j'ai, c'est que je me suis senti tomber, et tout à coup, plus rien, voilà. Et c'est ce qui m'a interpellé, je suis passé de la sensation de tomber à plus rien, donc j'ouvre les yeux naturellement, et en fait, je me rends compte que je suis au plafond, j'étais collé au plafond, et je voyais mon corps allongé comme ça. Et donc en même temps que je prends conscience de cette situation, c'est assez difficile à expliquer, mais je me voyais de partout, de profil, de côté, au-dessus, en dessous, enfin. Et là, il y a eu un petit point blanc. Et tout à coup, voilà, dès que j'ai pris conscience de ce petit point blanc, tout à coup, je me suis retrouvé dans cette lumière. Je me suis retrouvé dans une lumière éclatante, magnifique, très douce, très agréable. Et je vous dis, là, j'ai pas de mots, c'était le bien-être total, complet. Et là, cette lumière m'a parlé, alors pas avec des mots, mais elle s'est adressée à moi, elle était surprise. Voilà, j'ai senti de la surprise sur le fait que je sois là. Et elle m'a demandé ce que je faisais là. Et là, j'ai vu plein de scènes de ma vie, en fait. Et dans cette situation-là, c'est très bizarre parce que je me suis revu en tant qu'acteur au moment où je le faisais, mais on voit aussi toute la scène comme si on était un spectateur. Et là, cette lumière, de la même manière qu'elle était surprise, elle m'a manifesté, voilà, j'avais rien à faire là. Ah, j'ai même pas eu le temps de faire non. J'ai été traversé d'une énergie qui m'a ramené dans mon corps. Et là, j'ai réintégré mon corps. Et là, à aucun moment, vous vous dites tiens, dans le coma, on fait des rêves bizarres? Ah non, du tout, jamais. Vous vous êtes dit quoi? Vous vous êtes dit qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai vécu... Non, j'avais vraiment aucune explication, aucune définition, aucun terme à mettre. C'est ça qui est particulier, vous n'avez pas le sentiment une seule seconde qu'il s'est passé un rêve, qu'il s'est passé quelque chose qui était de l'ordre de Non, parce que c'était encore plus réel que vous et moi là à l'instant où je vous parle.
Cette expérience a profondément marqué Xavier. Mais a-t-il rêvé? A-t-il vécu une sorte d'hallucination alors que son cerveau était en train de mourir? Comment expliquer cette sensation de se voir du dessus, la lumière, cette impression de baigner dans un amour intense? Surtout que Xavier est loin d'être le seul. En fait, des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants vivent chaque année ce genre d'expérience. Soudainement, je me suis retrouvé dans le coin de la chambre, à m'observer, à voir le lit, à voir ma famille alentour, le prêtre, les médecins, les infirmières. Je savais que c'était moi, mais c'est comme lorsqu'on regarde à travers une fenêtre, qu'on regarde les passants dans la rue. Donc, l'impression que j'avais de m'observer, il n'y avait pas ce lien-là émotionnel ou émotif, ou de dire « c'est moi », c'est comme si c'était quelqu'un qui était extérieur à moi. Quand j'étais dans le coma, je suis sorti de mon corps, j'ai vu mon corps, je suis parti dans une sorte de lumière et je suis revenu. Je me voyais en bas, j'étais doublé. Je ne suis pas restée à stagner longtemps, si vous voulez, dans le secteur au-dessus de cette table des urgences. Non, 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 non. J'ai vu 2-3 choses, si vous voulez, je l'ai entendu. J'ai peut-être, je vous dirais en gros, suivi peut-être 10 minutes de conversation, mais pas plus. Parce que je suis partie carrément tout de suite dans ce tunnel. Première caractéristique de ces expériences de mort imminente, la sensation de sortir de son corps et de se voir du dessus. La seconde est ce fameux tunnel, l'impression de se retrouver dans un passage et d'apercevoir une lumière intense à son extrémité. C'était un tunnel grumeleux, fait nuageux, puis-je dire, qui avait une particularité, c'est qu'il y avait un voile bleu au-dessus, comme s'il était agité par le vent. Et je voyais la lumière qui vient. Ce n'était pas une sorte de tunnel, c'était une lumière très, très large, bleue et blanc, qui m'ont enveloppé. Là, donc, je me suis dit, j'ai plus de corps. J'étais un peu surprise, mais pas très longtemps. Hein. Très vite, je me suis réadaptée. Et j'ai regardé devant moi. Donc, en fait, j'étais sur une sorte de prairie avec donc, de l'herbe verte, très, très jolie, très, très bien taillée. Je dis très jolie parce qu'elle avait l'air vraiment vivante. Hein. Donc, c'est comme si l'herbe, elle avait une conscience. Tout à coup, je me suis retrouvé dans une immense pièce, sans mur. Au fond, il y avait un énorme tunnel, un peu comme on voit dans l'émission Stargate ou La Porte des Étoiles. C'est vraiment cet effet-là. C'était très lumineux. Il y avait comme une conscience, mais c'était pas une conscience comme on la conçoit, si vous voulez. C'était fascinant, mais ça m'était pas inconnu. Et donc j'ai regardé devant moi et au loin, j'ai vu ces êtres qui arrivaient. J'ai eu cet être en face de moi et je l'ai vu s'avancer vers moi. Ce que j'ai ressenti, c'était beaucoup d'amour. Et ils sont arrivés, ils glissaient, très légers, ils n'étaient pas vraiment sur le sol. Et là, quand ils sont arrivés vers moi, j'étais envahie d'un amour incroyable. C'était trop beau à vivre, j'étais dans un bonheur, je dirais, parfait. J'avais aucune douleur, je voulais y rester. Cette lumière m'aimait. Elle était d'un amour incommensurable, inconditionnel. Troisième caractéristique, la rencontre avec des êtres de lumière et ce sentiment d'amour que ces témoins ont d'ailleurs bien souvent du mal à décrire, tant il leur a semblé dépasser tout ce qu'ils avaient pu connaître jusqu'alors. Dans cet instant-là, c'est comme tu connais tout, tu comprends tout. Il n'y a plus aucune question, puis il y a... c'est vraiment fascinant comme impact parce qu'il y a comme une espèce de paix. Tu es comme dans le centre, c'est comme si tu étais au centre de l'univers. Et je me suis rendu compte que je savais tout, que je connaissais tout, que j'avais la science infuse, je possédais toutes les sciences réunies en moi. Et là, j'ai vu comme un écran géant. Et puis j'ai vu toute ma vie qui défilait. J'étais plus ou moins circonspecte dans certaines choses qui se sont passées parce que tout ce que je voyais ne me plaisait pas forcément. À un certain moment, j'ai très bien compris que quelque part, personne ne me jugerait, surtout pas cet être de lumière. Autre point récurrent, l'impression de revoir toute sa vie défiler devant soi, d'observer ses actions passées. Puis, en général, l'expérience s'achève avec le sentiment de revenir dans son corps. J'ai réintégré la tête, le corps de ce supplicié, si je puis dire, par la fontanelle. C'est comme tu rentres, c'est comme si tu as lavé tes jeans, puis ils sont pas tout à fait sèches, puis tu rentres dedans, puis c'est comme un costume d'homme grenouille qui est 1 ou 2 points plus petit que toi. J'ai épousé ce corps comme une main épouse un gant. Et tout d'un coup, tout s'est arrêté.
Donc là, je me suis retrouvée dans ma voiture, encastrée, avec une douleur terrible, partout, dans tout le corps. J'ai un peu ouvert les yeux, j'ai vu le volant de la voiture déformé, donc j'ai compris tout de suite que c'était très grave. Si je suis revenue, pour moi, c'était vraiment pour mes enfants. Tout ce que je voyais de l'autre côté était tellement beau. À l'espace d'un éclair, vous réintégrez une souffrance intense avec tout ce que ça comporte, quoi. Et vous retrouvez, disons, votre vie banale. Ces récits sont troublants par leur similitude. Mais justement, ces ressemblances ne peuvent-elles s'expliquer par la proximité de la mort? Est-ce qu'il se passerait quelque chose à l'approche de la mort, dans notre corps, ou quelque chose de chimique dans notre cerveau, qui créerait ces expériences? Une grande majorité des expériences de mort imminente se produisent à l'hôpital. Je décide de me tourner vers les médecins pour essayer de comprendre. Je vais rencontrer l'un des meilleurs spécialistes français de la question, le docteur Jean-Pierre Jourdan, directeur de la recherche médicale de l'Association internationale d'études sur les expériences de mort imminente. Depuis 25 ans, le docteur Jourdan recueille les témoignages et explore les différentes hypothèses permettant d'expliquer ce qui se produit lors d'une expérience de mort imminente. Première surprise, des médecins se sont donc penchés sur ces expériences. Je suis curieux de savoir pourquoi. Bonjour, Jean-Pierre Jourdan. Bonjour. Bonjour. Alix, enchanté. Venez. Jean-Pierre, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux expériences de mort imminente? Ce qui m'a poussé à étudier ces expériences, c'est avant tout des témoignages que j'ai recueillis quand je m'étais installé, et même quand j'étais étudiant à l'hôpital. Par exemple, il y avait un chirurgien qui était très sympa, qui avait l'habitude de raconter des blagues pendant qu'il opérait. Et puis un jour, il y a une malade qui lui a dit docteur, vous m'avez très bien opéré, faites un peu attention parce que pendant que vous m'opériez, elle lui a dit qu'elle avait vu tout ce qui se passait, en particulier les histoires qu'il racontait, et qu'elle a été témoin d'un certain nombre de choses à un moment où tout le monde pensait qu'elle était complètement endormie, voire plus. Ensuite, j'ai eu plusieurs patients ou patientes qui, après m'avoir testé, parce que c'est pas quelque chose qu'on raconte facilement, qui m'ont raconté leur expérience. Et dans ces cas-là, on essaye de se renseigner, et puis j'ai décidé d'essayer de comprendre et d'explorer ce phénomène. Et c'est toujours pas terminé, parce que plus on creuse, plus c'est intéressant. Une femme qui raconte à son chirurgien les blagues douteuses qu'il faisait alors qu'il était en train de l'opérer? C'est tout simplement impossible au regard de ce que le docteur Jourdan a appris à l'école de médecine. C'est parce qu'il veut comprendre qu'il se lance dans cette étude. Et à sa grande surprise, il réalise que de nombreuses personnes ont vécu des expériences de ce type. Il observe alors que le déroulement des expériences semble obéir à un modèle précis. En quoi consiste une expérience de mort imminente? Quelles sont les différentes caractéristiques? D'abord, c'est une expérience qui se produit pendant un moment d'inconscience, au cours d'un arrêt cardiaque ou quelque chose de similaire. La personne se trouve d'un instant à l'autre, reprend conscience et a l'impression de se trouver depuis un point extérieur à son corps et de percevoir ce qui se passe autour d'elle. Ensuite, je dis ensuite, mais ce n'est pas toujours linéaire, il y a la perception d'un tunnel ou d'une structure de passage avec une lumière qui est très attirante, qui est décrite comme immensément forte, mais pas éblouissante, et qui est plutôt définie comme de l'amour au bout du compte que comme de la vraie lumière. On peut trouver la rencontre avec ce que beaucoup de gens appellent un être de lumière, sans savoir trop ce que c'est ni qui c'est. Certains rencontrent aussi des personnes disparues, des proches qu'ils avaient perdues. Et au bout de ce tunnel, de cette structure de passage, il y a pratiquement toujours, ça c'est une caractéristique qui est très fréquente, une sensation de point de non-retour. C'est-à-dire que les gens s'approchent de cette lumière et réalisent que s'ils vont plus loin, ils ne pourront pas retourner. Et c'est à ce moment-là très souvent qu'ils comprennent ou qu'on leur fait comprendre qu'il faut retourner, que leur vie n'est pas terminée, qu'ils ont encore quelque chose à faire. Donc, votre expérience, vous l'avez vécue il y a combien de temps? 34 ans.
Depuis qu'il a constaté que les témoins avaient parfois le plus grand mal à se confier, le docteur Jourdan a décidé de privilégier l'écoute de leurs récits. Et je commence véritablement à en parler depuis 5 ans. Sur le plan émotionnel, est-ce que vous vous souvenez de votre état d'esprit? Déjà, est-ce que vous vous souvenez de... Est-ce que vous aviez l'esprit clair ou embrumé pendant cette expérience? Est-ce que vous aviez l'impression de penser comme d'habitude ou différemment? Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose là-dessus? C'était d'une clarté limpide. Alors là, c'était... j'avais l'impression de tout comprendre, tout savoir d'un coup. C'était... en fait, là où je me suis retrouvée, c'était à la fois un océan d'amour et un océan d'harmonie. Et c'est ça qui est le plus extraordinaire. Grâce à ce travail de terrain et à l'écoute de centaines de témoins, le docteur Jourdan a pu mettre en évidence les aspects toujours inexpliqués de ces expériences. En 25 ans, vous avez rencontré des centaines de témoins. Qu'est-ce qui ressort de tous ces entretiens que vous avez eus avec eux? Il faut interroger les témoins en profondeur pour essayer de comprendre beaucoup de choses, ce qui permet d'extraire ce qu'on peut appeler des invariants. Alors, il y en a un qui, par exemple, qui est étonnant, c'est que des personnes qui étaient a priori totalement inconscientes, donc qui n'avaient rien pour voir ni pour entendre, ont pu décrire les personnes qui sont arrivées dans la salle de réanimation ou dans la salle où ils se trouvaient, et éventuellement donner leur nom quand il a été prononcé. Et ils les décrivent de manière extrêmement précise. C'est ce qui fait de ces expériences une énigme pour un médecin ou pour un scientifique, c'est que l'expérience s'est passée pendant un moment où on était en train d'essayer de les réanimer, où ils étaient totalement inconscients. Un arrêt cardiaque, au bout de 15 secondes, le cerveau manquant d'oxygène et de glucose, si on mesure son activité cérébrale, elle est tombée à zéro. L'électroencéphalogramme est plat, donc il est totalement incompréhensible qu'on puisse vivre quoi que ce soit, ni le mémoriser à un moment pareil. Après 15 secondes d'arrêt cardiaque, il n'y a plus aucune activité dans le cerveau, plus aucune possibilité de voir, d'entendre ou de se souvenir. Voici la véritable énigme que posent ces expériences à la science. Comment est-il possible de percevoir son environnement alors que nous sommes inconscients? C'est médicalement impossible et pourtant ces expériences sont rapportées par un nombre sans cesse croissant de personnes. Des médecins, des infirmières en sont témoins chaque jour. Catherine fait partie de ces personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente. Pour elle, cette expérience fut déterminante parce qu'elle a pu vérifier que ce qu'elle avait vu et entendu alors qu'elle pensait être hors de son corps s'était réellement produit. Bon, moi j'ai eu une pneumonie très grave. Je suis arrivée en urgence à l'hôpital où j'ai été branchée tout azimut et j'étais dans un sale état. Alors est-ce que vous voulez me raconter votre expérience? J'ai vu l'infirmière qui rentrait très nettement. Je me suis vue, moi, en train de dormir, ce qui est quand même curieux. Et l'infirmière me regardait, ahurie, repartait, et je l'entendais qui disait aux autres « Je ne comprends pas, elle est resplendissante ». Et je me regardais et je me disais « Ah oui, c'est vrai, je suis resplendissante ». Et quand vous voyez votre corps, quand vous voyez l'infirmière qui entre dans la pièce, vous êtes où à ce moment-là? Ben, écoutez, je suppose que j'étais au-dessus. L'infirmière a fermé la porte et moi, j'ai continué à entendre tout ce qu'elle disait aux autres infirmières. Et c'est que 3 semaines après, quand j'ai quitté l'hôpital, que je me suis rendu compte que la salle des infirmières était complètement à l'autre bout du couloir. Donc en fait, allongé dans votre lit, intubé, avec 41 degrés de fièvre, vous perceviez tout ce qui se passait dans la salle de garde des infirmières qui était à 15 mètres de là. Et je lui ai parlé des échanges qu'elle avait avec les autres infirmières. Mais elle m'a dit, ce n'est pas possible. Mais j'ai dit, si, c'est possible, vous avez laissé la porte ouverte. Donc j'ai entendu. Moi, je n'avais pas encore compris que... Je pensais qu'elles étaient à côté. Et puis j'ai dit, d'ailleurs, vous avez appelé l'infirmier, vous êtes allé dans la cabine, vous l'avez appelé, vous lui avez dit ça, il vous a dit ça. Et là, la fille se décomposait, quoi. Elle m'écoutait et me disait, mais comment savez-vous ça? Je dis, mais écoutez, je l'ai entendu... Oui, ce qui est curieux, c'est que vous rapportez tellement de détails précis sur ce que ces infirmières se sont dit dans la salle de garde que ça leur fait super peur, en fait. Oui, mais là, c'est la partie réelle. Catherine a pu vérifier que ce qu'elle avait perçu était réel. Mais l'expérience s'est poursuivie. Elle découvre alors qu'elle voit son environnement d'une manière tout à fait particulière.
Son regard semble couvrir un angle de 360 degrés. Elle voit à la fois dans toutes les directions et peut zoomer dans des détails. À ce moment-là, j'ai vu une porte. Donc, je suis passée dans cette porte. Je ne me demandais pas comment. J'ai franchi cette porte et je me suis retrouvée dans une forêt magnifique. Et là, il y avait des gens que je ne connaissais pas, qui s'adressaient à moi sans parler, on va dire télépathiquement. Ces gens étaient souriants, bienveillants. Et alors, tout d'un coup, baignés dans un amour incroyable, une chaleur. Et puis, je suis devenue complètement sereine, une sérénité comme je n'avais jamais connue. Et là, je me suis rendu compte que non seulement ma vision était à 360 degrés, alors toujours l'amour, la chaleur, etc. Je voyais partout, derrière, devant, au-dessus, au-dessous. Et je me suis rendu compte que mon regard pouvait zoomer. C'est-à-dire que j'ai été... mon regard est allé vers ces feuilles. Vous zoomez à l'intérieur des feuilles. Oui. J'ai vu les nervures. J'ai vu dans les nervures la sève comme du sang. Parce qu'en plus, le lierre a des petites particules rouges aussi, que je n'avais pas vues avant. Et je voyais toutes les petites vénules et toute la circulation de la sève dans la feuille. Quand vous dites que vous voyez à 360 degrés ou que vous voyez ces feuilles de lierre, c'est pas tellement de la vision. Vous avez une perception accrue de tout ce qu'il y a dans votre environnement. C'est-à-dire que j'avais la conscience que la vision ne s'arrêtait pas forcément, quoi. J'aurais pu continuer. Je me suis arrêtée au mur. En cas de perception nettement différente de la vision ou de l'audition, essayez de décrire le plus précisément possible. Je voyais les nervures, même les capillaires, le mouvement de la sève, un peu rose comme du sang, puis la feuille s'éclairait et en transparence, je voyais la pierre du mur, toutes ses aspérités, sa texture. Ça paraît farfelu, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans énormément de témoignages et qui dénote, une fois de plus, une perception globale de l'information et pas du tout une vision physique comme on a l'habitude. C'est-à-dire que là, cette femme perçoit la structure son attention est attirée de plus en plus et au fur et à mesure qu'elle traite ou qu'elle reçoit de l'information, elle a de l'information sur les nervures, sur la sève qui circule dedans. Mais ça ne se passe pas du tout comme une vision physique avec un œil qui se déplace. C'est plus une perception d'information qui se focalise sur tel ou tel élément. Et je répète, ça paraît étonnant, c'est pas du tout habituel, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes ces expériences. D'où l'intérêt d'essayer d'explorer le mieux possible les modalités de perception. Ça peut nous apprendre beaucoup de choses, ne serait-ce que sur le fonctionnement du cerveau, le retraitement de l'information, et sur la façon dont on perçoit pendant ces expériences, même si on ne l'explique pas, mais on a suffisamment de témoignages pour l'explorer. Vous n'avez pas pensé que vous avez fait un rêve incroyable? Alors, incroyable, on garde incroyable. Et on enlève rêve. Mais qu'est-ce qui vous, dans cette expérience, vous fait dire que vous n'étiez pas en train de rêver? Parce que vous étiez dans un univers onirique, d'une certaine manière. Oui, mais enfin, quand on entend, par exemple, des choses qui se passent à l'autre bout et que ces choses-là s'avèrent, j'ai pensé que c'était réel, mais je me suis dit, il ne faut pas que j'en parle, sinon on va me prendre pour une illuminée, on va penser que je suis complètement piquée. Déjà, je suis une artiste. Alors, les artistes sont des gens un peu fantaisistes et... Alors, si en plus je dis que j'ai été me promener dans un monde absolument superbe, que je qualifierais d'ailleurs, après le lendemain, je me suis dit, je suis allée au paradis terrestre. Première observation, ces expériences sont beaucoup plus complexes que de simples hallucinations. Leurs déroulements sont très similaires d'une personne à une autre, ce qui n'est pas le cas des hallucinations. Et d'ailleurs, comment parler d'hallucination ou de rêve alors que l'on peut vérifier que ce qu'elles disent avoir vu est réel? Tout cela fait des expériences de mort imminente une véritable énigme scientifique, encore aujourd'hui. Une énigme étudiée depuis le milieu des années 70, après que le livre d'un jeune chercheur eut attiré l'attention du public et des médecins sur ces étranges expériences. La vie après la vie, c'est un livre écrit par le docteur Raymond Moody Jr., médecin et docteur en philosophie. Son livre est un phénomène à lui tout seul, car il s'est vendu à presque 250 000 d'exemplaires depuis fin 1975. Docteur Moody, en haut de la couverture de votre livre, il est écrit « Cas clinique qui démontre qu'il y a une vie après la mort ». Est-ce que le verbe « démontrer » n'est pas trop fort par rapport aux témoignages que vous rapportez dans ce livre? Démontrer n'est peut-être pas le mot que je choisirais.
J'exprime clairement dans le livre que je ne considère pas tout ça comme étant une preuve scientifique d'une vie après la mort. Ceci est simplement le fruit de mon travail. J'ai parfaitement conscience de la difficulté méthodologique qu'il y aurait à démontrer une telle chose. Malgré ça, je crois qu'il est important que les médecins et le public sachent qu'il y a énormément de personnes qui vivent ce genre d'expérience. Raymond Moody a inventé le terme de Near Death Experience, ou NDE, ce qui a été traduit par expérience de mort imminente. À la suite de la publication de son livre, plusieurs médecins, mais aussi des psychologues, se sont lancés dans des recherches poussées sur les expériences de mort imminente. Je décide d'aller interroger ces pionniers. Direction les États-Unis, Charlottesville en Virginie. Je vais rencontrer le docteur Bruce Grayson, professeur de psychiatrie et directeur de la Division of Perceptual Studies, un institut de recherche dédié à l'étude des expériences exceptionnelles se produisant autour de la mort. Le docteur Grayson se consacre aux expériences de mort imminente depuis plus de 30 ans. Bruce, quand avez-vous commencé à travailler pour la Division of Perceptual Studies? J'ai commencé à travailler dans le département en 1975. Raymond Moody est arrivé à l'université à cette époque-là pour étudier la psychiatrie sous ma direction. En 1975, il venait de publier le livre « Life After Life », La vie après la vie. Après la publication, il a reçu des centaines de lettres de personnes qui avaient vécu des expériences de mort imminente. Comme j'étais son supérieur, il me les a apportées en me demandant si je pouvais en faire quelque chose. Je suis allé voir le docteur Stevenson et nous avons tous les deux décidé de contacter ces personnes afin de commencer à étudier leurs expériences. Et puis, nous voilà 35 ans plus tard, toujours en train de le faire. Le docteur Grayson me conduit devant le bâtiment dans lequel il commença l'étude des expériences de mort imminente. Alors c'est ici que tout a commencé? Oui, c'est un lieu historique. On se demande souvent à quoi servait cette pièce. C'était un bureau, le bureau de quelqu'un. On dit que des gens étaient torturés dans la maison. C'était quoi cette maison? C'était un labo de parapsychologie. Quel genre de psychologie? On étudiait les expériences de mort imminente, les sorties hors du corps. Ça fait peur! Non, ça fait pas peur. On l'appelle la maison des fantômes, vous le saviez? Non. Vraiment? C'est le nom qu'on utilise, parce que le sous-sol fait peur. Le sous-sol fait peur, il a toujours fait peur. Bonne chance à vous. Merci. Alors il l'appelle la maison des fantômes? Alors maintenant, c'est loué à des étudiants, mais pendant 35 ans, c'était nos bureaux. Les bureaux du docteur Grayson se trouvent aujourd'hui dans les locaux de l'université. Et la recherche continue. En tant que psychiatre, quel regard portez-vous sur les témoignages? Qu'est-ce qui vous marque le plus? Alors, en tant que psychiatre, ce qui me frappe le plus dans les expériences de mort imminente, c'est la façon dont elles affectent les gens. Une des hypothèses assez simplistes pour tenter d'expliquer les expériences de mort imminente est de les présenter comme des symptômes de maladie mentale, des illusions. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Les personnes qui vivent des expériences de mort imminente ne souffrent d'aucun des autres symptômes de maladie mentale. Elles sont parfaitement saines et ont des vies normales, à l'exception de cette expérience. Là, il n'y a aucun signe de maladie mentale. De plus, à la différence des délires ou des hallucinations, les expériences de mort imminente entraînent une plus grande ouverture d'esprit. Les effets secondaires sont positifs, ce qui n'est pas le cas pour les personnes qui souffrent de délires ou d'hallucinations, car elles vivent dans la peur, deviennent paranoïaques et s'éloignent des autres. Alors que les expériences de mort imminente rendent les personnes plus altruistes, plus affectueuses et plus proches de leur entourage, complètement à l'opposé de ce que provoquent les délires et les hallucinations. En tant que psychiatre, nous dépensons énormément d'énergie afin que les patients effectuent des changements minimes dans leur vie. Et là, on est impressionné par la puissance d'une expérience de mort imminente qui, en une fraction de seconde, transforme la personnalité de ceux qui l'ont vécue. Les expériences de mort imminente ne sont pas dues à un désordre mental. Et plus inattendues, elles affectent profondément les personnes qui les vivent. Elles changent leur vie. À ce stade de mon enquête, il reste une question.
Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour qu'une personne en arrêt cardiaque puisse vivre une telle expérience? Je me rends en Arizona pour me pencher sur le cas de Pamela Reynolds. Cette femme a été plongée dans un état de mort clinique afin d'opérer un anévrisme situé au milieu de son cerveau. Son cœur a été arrêté près d'1 heure et son corps refroidi à 15 degrés centigrades. Au moment où elle raconte avoir perçu ce qui se passait dans la salle d'opération, les chirurgiens constatent une absence totale d'activité cérébrale. Alors qu'elle était morte, Pamela a vécu une expérience de mort imminente. Ça fait longtemps que vous avez vécu cette expérience. Est-ce que vous pouvez vous remémorer où vous étiez et à quoi vous pensiez avant l'opération? C'était la seule chance, et une petite chance, que ça allait me sauver la vie. Nous avons fait cette opération car c'était la dernière chance. J'ai l'impression que vous êtes très ému quand vous en parlez. J'avais 3 petits-enfants et un mari. Pamela Reynolds a été opérée par le docteur Robert Spetzler, un neurochirurgien mondialement reconnu qui fut l'un des premiers à avoir développé cette technique extrêmement délicate, baptisée arrêt circulatoire hypothermique. Maintenir une personne en état de mort clinique pendant près d'1 heure, puis la ramener à la vie, est une opération à très haut risque. Ce qui se passe, c'est que nous commençons à abaisser la température du corps avec des couvertures refroidissantes. Puis, au fur et à mesure que la température descend, le cœur ralentit et puis s'arrête. Il se contracte, mais le sang ne circule plus. À ce stade, nous connectons un appareil au vaisseau sanguin situé dans l'aine. Un tuyau aspire le sang à l'extérieur, l'autre le réinjecte après l'avoir fait circuler dans un bac à glace, où il est refroidi et oxygéné. La température du corps continue à descendre. Le cœur s'arrête de lui-même. La température descend encore jusqu'à atteindre 14-15 degrés. À ce moment-là, l'appareil est arrêté. Une partie du sang est drainée hors du corps. Et alors, on opère le cerveau à l'aide d'un microscope afin de placer un clip pour isoler l'anévrisme. Ensuite, la procédure est inversée. Pendant que le corps est refroidi, nous enregistrons tout. Non seulement le rythme cardiaque, le pouls, la respiration, mais nous surveillons également l'activité cérébrale. Par exemple, nous enregistrons les ondes cérébrales provoquées par un son que l'on envoie dans l'oreille. Quand vous êtes dans cet état de mort clinique, il y a 0 activité, pas d'ondes cérébrales. Les appareils n'enregistrent absolument rien, pas la moindre activité. Ça peut paraître fou, mais c'est ce qui s'est passé. Tout d'un coup, je suis sortie par le haut de ma tête. Je voyais ce corps en bas et je savais que c'était mon corps. Je regardais autour de moi. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous vous êtes rendu compte que vous étiez sorti de votre corps? J'étais plutôt contente. Je n'avais plus mal. C'était intéressant. J'ai vu le médecin, les médecins. Lorsque vous avez vu la scie, le docteur Spetzler s'en servait déjà? Non, le bruit venait juste de commencer. Comme chez le dentiste, quand le dentiste allume la fraise. On entend un son aigu, et puis quand il l'utilise, le son devient plus grave. Et vous l'avez vu l'utiliser sur votre crâne? Oui. Pouvez-vous nous décrire ce que vous avez vu ou ce que vous avez ressenti? Je n'aimais pas beaucoup regarder ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai vu ce petit point de lumière et j'ai entendu ma grand-mère m'appeler. Alors je suis allée vers elle. Je me suis dit, oh, je dois être en train de mourir. La lumière est devenue de plus en plus grande et je voulais y entrer, mais
je n'y étais pas autorisée. Ils m'ont dit que si j'entrais dans la lumière, ils ne pourraient pas réunir le moi qui était là avec l'autre moi allongé sur la table, entouré des chirurgiens et des infirmières. Le cas de Pamela serait la preuve que la conscience n'est pas produite par le cerveau. Qu'est-ce que vous en pensez? D'un point de vue scientifique, nous avons un cerveau qui fait une expérience où elle se retrouve en haut de la pièce, en train d'observer de très nombreux détails de l'opération. À quel moment ce cerveau a-t-il saisi ces images? Ou comment a-t-il pu les mémoriser? Ce n'est pas clair du tout. Nous ne savons pas si cela s'est produit à ce moment-là, car l'esprit... Vous savez, je pratique la neurochirurgie depuis plus de 30 ans et je suis toujours autant stupéfaite de voir ce dont l'esprit est capable. Alors, comment tout cela se passe? Comment les neurones ont-ils pu s'activer pour mémoriser ces images dans le cerveau? Pour moi, à ce stade, c'est inexplicable. Mon oncle m'a demandé de retourner dans mon corps. Il a dit que ce serait comme de sauter dans une piscine. Mais je ne voulais pas car ça ne ressemblait pas à une piscine et j'avais l'impression que ça me ferait mal. Alors il m'a poussée et ça m'a fait vraiment mal. C'était comme d'être poussé dans une piscine d'eau glacée. Il faisait froid et c'était inconfortable et ma poitrine me faisait mal. Ensuite, j'ai entendu le défibrillateur. Ils ont effectué 2 défibrillations. Je les ai entendus la première fois, mais la deuxième fois, je les ai vus. Ce qui m'amuse encore aujourd'hui, c'est qu'ils écoutaient de la musique dans la salle d'opération. Je ne savais pas que c'était possible. Et pourtant, ils écoutaient de la musique. La chanson qui passait était le tube du disque Hotel California. Et les paroles disaient « Vous pouvez libérer la chambre, mais vous ne partirez jamais. » J'ai trouvé ça horrible. C'était vraiment déplacé. Quand mon père a eu une pneumonie, il a fait de l'hypoxie. Il s'est vu en train de flotter dans sa chambre. Il aimait beaucoup le poète allemand Goethe, et il a eu une conversation avec ce poète, qu'il voyait dans un coin du plafond de la chambre. Dans le cas de mon père, je trouve cela facile à expliquer par son hypoxie. Son cœur battait encore, mais son cerveau ne recevait pas suffisamment d'oxygène. Et donc le cerveau déclenchait toutes sortes de connexions anormales. Dans le cas de Pamela, au moment où elle est en état de mort clinique provoquée, ce n'est pas possible. Il n'y a alors aucune activité cérébrale détectable. Alors d'où viennent ces souvenirs? Je ne pense pas que nous le sachions. Est-ce que cela a pu arriver avant qu'elle soit dans un coma profond? Peut-être quand elle en est sortie? Est-ce qu'il y a eu des éléments extérieurs qui l'auraient influencé et fourni ces souvenirs? Je ne sais tout simplement pas. Je trouve le cas de Pamela fascinant, mais je ne peux pas l'expliquer. Je pensais avoir eu une hallucination. Alors j'en rigolais avec mon mari et ma famille, et ils rigolaient tous avec moi. Par contre, les infirmières ne trouvaient pas ça drôle du tout. Et les médecins ne trouvaient pas ça drôle non plus. Vous dites que lorsque vous vous réveillez, vous croyez avoir fait une sorte de rêve?
Oui, j'ai pensé ça. Je pensais que je l'avais imaginé et que j'avais fait un rêve. Mais ils ont tous dit « Non, vous n'avez pas rêvé. Tout ceci a réellement eu lieu. » Vous voulez dire que tout ce que vous avez décrit, ils savaient que c'était arrivé? Oui. Nous parlons ici d'un niveau de conscience qui ne dépend pas du corps physique. Il n'y a pas de preuve que cela existe, mais il n'y a pas non plus de preuve que cela n'existe pas. Tout ce qu'a raconté Pamela s'est réellement produit. Description des différentes phases de l'opération, des personnes présentes, de l'instrument utilisé pour ouvrir sa boîte crânienne, jusqu'à la musique Hotel California diffusée dans la salle d'opération. Mais au moment où cela se produisait, elle était morte. Cela voudrait-il dire qu'une partie de nous peut continuer à exister indépendamment de notre corps physique? Comme le dit le docteur Spetzler, on n'en a pas la preuve. Mais on n'a pas non plus la preuve que ce n'est pas possible. Dans les expériences de mort imminente, ce moment où les témoins racontent se trouver à l'extérieur de leur corps est sans doute l'un des aspects les plus troublants de ces expériences, précisément quand ce qu'ils disent avoir vu s'est réellement produit. Je poursuis mon enquête en allant interroger le professeur de psychologie Kenneth Ring, un autre pionnier de la recherche dans ce domaine. Kenneth Ring s'est notamment penché sur la façon dont les témoins décrivent leur perception visuelle alors qu'ils disent se trouver hors de leur corps. Peut-on vraiment sortir de son corps? Pour Kenneth Ring aussi, tout a commencé il y a plus de 30 ans. Je me souviens exactement où j'étais et ce que j'ai ressenti en 1976. J'étais assis dans mon jardin et j'avais dans les mains le livre de Raymond Moody, Life After Life. Je me souviens avoir été transporté. Je prenais des notes dans les marges en me disant « C'est ça, c'est à cela que je veux consacrer ma vie. » J'ai obtenu une subvention, chose rare à l'époque pour ce genre de recherche. Il y avait tous ces gens qui voulaient travailler avec moi. J'avais accès aux hôpitaux. Chaque fois que je frappais à une porte, elle s'ouvrait. Ça devait se faire. J'ai alors commencé à rencontrer des personnes qui avaient eu des expériences de mort imminente. Beaucoup d'entre elles n'en avaient jamais parlé et ne soupçonnaient pas l'existence d'autres personnes à travers le monde qui avaient vécu aussi ces expériences. J'ai ressenti un lien très fort avec ces personnes qui me faisaient confiance en me racontant cette expérience si personnelle, si intime, si importante. C'était la chose la plus importante de leur vie. Pour moi, les récits d'expériences de mort imminente sont bouleversants. Lorsqu'une femme vous dit « Si vous prenez les 1000 meilleures choses qui vous sont arrivées et que vous les multipliez par 1 million, vous vous approcherez peut-être de la sensation que j'ai eue. » C'est extraordinaire. Durant ses recherches, Kenneth Ring s'est intéressé au mode de perception que décrivent les personnes ayant vécu une expérience de mort imminente. Est-ce que l'on pourrait se pencher sur la façon dont les gens voient durant ces expériences? Le plus courant est cette sensation de flotter au-dessus de son corps. Vous, le vrai vous, est là-haut et regarde le corps rester en bas comme un vêtement abandonné. C'est la sensation la plus courante. Une sensation presque visuelle. C'est comme être dans un deuxième véhicule, une sorte de deuxième corps. Si on se penche sur votre étude sur les expériences de mort imminente chez les non-voyants, on peut difficilement concevoir que des aveugles voient durant leurs expériences. Mais c'est un peu ce qui se produit quand même, non? Oui, c'est compliqué à expliquer. En fait, les gens qui sont aveugles de naissance et qui ont une expérience de mort imminente vont rapporter avoir fait une expérience exactement identique à celle vécue par des voyants.
Mais comment est-ce possible? Puisqu'ils n'ont jamais pu voir. Comment un aveugle peut-il voir? Lors de son étude, Kenneth Ring a rencontré Vicky, une Américaine, aveugle de naissance et qui, lors d'un accident de voiture, a vécu une expérience de mort imminente, durant laquelle elle raconte avoir vu. Je n'ai jamais rien vu, ni lumière, ni ombre, rien. On me demande souvent si je vois du noir. Non, je ne vois pas de noir. Je ne vois rien du tout. Et dans mes rêves, je n'ai pas de sensation visuelle. Juste le goût, le toucher, l'ouïe et l'odorat. Voilà un étonnant paradoxe. Je ne dis pas que les non-voyants voient au cours de ces expériences, mais ils sont conscients de ce qui se passe autour d'eux, exactement de la même manière. Ce dont je me souviens, c'est de me retrouver au centre médical de Harborview, en train d'observer tout ce qui se passait en bas. C'était effrayant car je n'ai pas l'habitude de voir les choses puisque ça ne m'est jamais arrivé. Au début, ça m'a fait très peur. Et puis, finalement, j'ai reconnu mon alliance et mes cheveux et je me suis dit, c'est mon corps, là, en bas? Est-ce que je suis morte ou quoi? C'est comme si leur esprit voyait. Il est clair que vous transcendez vos sens tout en ayant une expérience sensorielle, mais cette expérience semble être générée par l'esprit et non par des organes de perception. C'est encore un élément qui démontre la validité et l'authenticité de l'expérience de mort imminente. Une aveugle qui voit la bague que son mari lui a offerte durant son expérience de mort imminente. Pourtant, pendant un arrêt cardiaque ou un moment d'inconscience, les yeux ne fonctionnent pas. Comment se fait-il alors que le témoin, aveugle ou non, va percevoir son environnement extérieur de manière identique? Kenneth Ring qualifie cela de vision générée par la conscience. Mais alors, où se trouve cette conscience lors de l'expérience? Une partie de nous peut-elle exister en dehors de notre corps? Je rencontre Paul Bernstein, professeur de sciences sociales et spécialiste des expériences de sortie hors du corps. Alors que se passe-t-il durant ces expériences? Comment savoir si ces expériences hors du corps ne sont pas des rêves ou des délires mal interprétés? Il y a une acuité de la perception et de la notion de soi qui est différente. Les gens nous disent, quand j'étais hors de mon corps, c'était comme si j'étais éveillé. Je pensais de la même façon et voyais aussi précisément. Et il y avait la même suite logique dans les événements. Ils ne restent pas là à regarder en bas, ils quittent la pièce. Ils explorent la maison, ils peuvent aussi passer à travers les murs et regarder la ville. Alors que dans un rêve, on saute brusquement d'un événement à un autre. On est dans un lieu, puis soudain dans un autre. Il y a beaucoup de choses dont on n'est pas sûr. Yvan a vécu une expérience de mort imminente en 2003. Alors qu'il se trouvait dans le coma, son frère et sa belle-sœur sont venus à l'hôpital. C'est à ce moment qu'il s'est senti sortir de son corps. Il a essayé de faire un signe à son frère, mais ce dernier ne le voyait pas. J'étais allongé, mais je ne voyais pas mon corps, en fait. J'étais allongé comme ça, sous la lit. Et une fois que je commençais à partir, en fait, c'est à partir de cette ceinture-là, à haut, pas en bas, qu'on se relève. C'est-à-dire on est allongé et on se relève. Une deuxième fois, tu te relèves et tu pars. Ça sort de là. Tu te sens dans l'air, en fait. Tu n'as pas de corps. Tu es sorti de ton corps et moi, j'avais l'impression que je suis dédoublé. Ça veut dire qu'une partie de moi est restée sur moi dans le lit, dans l'hôpital, et de l'autre côté, une autre partie de moi, je suis dédoublé, je suis parti. Moi, j'avais cette impression, qu'il y a un dédoublage de personnes. Vous vous sentiez que vous étiez qui? Moi-même. Et en haut ou dans le corps? Le deux, c'est toujours moi. Je voyais le corps, j'ai dit c'est moi, et en haut c'est moi, c'est toujours moi. Alors, j'avais l'impression que j'étais en même temps en plusieurs endroits. Ils peuvent très bien penser qu'ils sont dans leur corps en train de marcher. Ils ouvrent la porte et ils se rendent compte que leurs mains passent à travers.
Ou bien, ils se sentent éveillés, et puis ils voient soudain quelque chose en dessous d'eux. Alors ils se demandent ce qu'ils voient, ils se disent « Mais c'est ma chambre, c'est mon lit, quelqu'un est dans mon lit, qui ça pourrait être ?» Puis ils regardent mieux et ils disent « Mais c'est moi ?» Donc c'est souvent une grande surprise, et alors il y a toutes ces pensées « Où je suis? Qu'est-ce qui se passe ?» C'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est incroyable. Vous sentez que vous êtes au dehors de votre corps et que vous êtes en même temps à plusieurs endroits et que vous voyez votre corps et vous voyez les gens qui sont autour de vous, vous voyez à l'hôpital. Et je voyais mon frère en ce moment-là. J'ai descendu et je l'ai touché, mais je passais à travers lui. J'ai essayé de le bouger, il n'attendait pas. Et quand je lui parlais, qu'est-ce qu'il a dit sur moi, comment il est habillé, sa femme aussi, je dis, comment tu sais? Je dis, je t'ai vu, mais je dis, comment tu as vu? Tu es dans un coma profond, on t'a vu tes yeux qui sont complètement fermés. Je dis, je ne sais pas, hein, c'est ce que j'ai vécu, je ne peux pas... normalement, plein de médecins vous disent, quand vous êtes dans un coma profond, vous ne rêvez même pas. La science ne peut pas expliquer cela, si elle considère que nous voyons seulement avec les yeux ouverts. La science n'a pas d'explication pour quelqu'un qui dit qu'une partie de lui a quitté son corps. Qu'est-ce qui peut quitter votre corps tout en gardant l'activité de votre esprit, vous permettant de vous souvenir et de voir? On a des personnes qui disent « Je suis sorti de mon corps, je suis passé à travers le mur et je peux vous dire ce qu'il contient. » Car en passant à travers un mur creux, dans un vieil immeuble, ils peuvent tomber sur quelque chose qui était caché là depuis 100 ans et puis le voir ou le sentir. Et lorsqu'on ouvre le mur, on trouve l'objet. La science ne peut pas expliquer ça car le corps n'a pas traversé le mur. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut quitter le corps. Qu'est-ce que ce quelque chose? Pour répondre à ça, il faudrait chercher du côté de la physique, qui intègre d'autres énergies, d'autres dimensions, d'autres niveaux plus subtils. Difficile de trancher sur cette question. Je décide alors de rencontrer un médecin à l'origine de la publication la plus importante qui soit sur les expériences de mort imminente. Publiée dans la célèbre revue médicale The Lancet, l'étude du cardiologue hollandais Pim van Lommel a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Elle démontre en effet que ces expériences ne peuvent être expliquées par des causes physiologiques. Je retrouve le docteur van Lommel chez lui, aux Pays-Bas. Pouvez-vous m'expliquer l'objet de votre étude? Nous avons fait ces études afin de savoir si nous pouvions trouver la cause de ces expériences de mort imminente. Nous avons travaillé avec des patients qui ont eu un arrêt cardiaque, car il conduit à un état de mort clinique. C'est une période d'inconscience où il n'y a ni battement du cœur, ni pression sanguine, ni respiration. C'est le début du processus de la mort, car sans une réanimation dans les 5 à 10 minutes, ces personnes meurent à cause des dommages irréversibles subis par le cerveau. Nous avons étudié 344 patients sur une période de 4 ans et nous leur avons posé une seule question. Est-ce que vous avez des souvenirs de la période de votre arrêt cardiaque? Nous avons découvert que 82% des patients, soit 282, n'avaient pas de souvenirs. Par contre, 18%, soit 62 patients, avaient des souvenirs de cette période d'arrêt cardiaque durant leur état de mort clinique. 18% des personnes faisant un arrêt cardiaque seraient susceptibles de vivre une expérience de mort imminente. Un 5e de la population, des millions de gens. Qu'est-ce qui fait que ces expériences bousculent notre notion de la réalité et du fonctionnement du cerveau? Le réel défi est que l'idée qui consiste à dire que la conscience est produite par le cerveau doit être reconsidérée. Cela n'a jamais été prouvé. Ce n'est qu'une hypothèse. Et selon cette hypothèse, une expérience de mort imminente durant un arrêt cardiaque ne serait pas possible. J'ai une anecdote qui se passe lors d'une conférence. À la fin de la conférence, un homme se lève et dit « Je suis cardiologue depuis plus de 25 ans et je n'ai jamais entendu autant d'absurdités. Je n'en crois pas un mot. C'est complètement fou. » Et puis un autre homme s'est levé et a dit « Je suis un de vos patients et j'ai vécu une expérience de mort imminente. Et vous êtes la dernière personne à qui j'en parlerai. »
Ces choses arrivent. Et les personnes savent de manière intuitive qu'ils ne peuvent pas en parler. Il faut être ouvert afin de l'entendre. Je n'ai jamais entendu parler d'expérience de mort imminente entre 69 et 86, parce que je ne posais pas la question. Lorsque vous êtes ouvert et que vous posez des questions sans préjugés, alors vous entendez des témoignages. Donc il n'y a pas de cause physiologique pour expliquer ces expériences. Nous avons des explications, mais nous devons changer notre point de vue. Je pense que le cerveau a pour fonction de nous permettre de faire l'expérience de notre conscience, mais il ne la produit pas. Si vous comparez cela à un ordinateur, Internet et ses milliards de sites ne sont pas produits par votre ordinateur, mais ils sont reçus par lui. Et vous pouvez aussi modifier votre site Internet. Vous avez donc une interface qui peut recevoir et aussi émettre. Selon moi, le cerveau est donc une interface, lieu de réception de la conscience. Nous avons besoin d'un cerveau en bon état pour faire l'expérience de notre conscience. Mais la conscience elle-même n'est pas localisée dans le cerveau. Qu'est-ce qu'un être humain? Sommes-nous notre corps? Ou bien avons-nous un corps? Vous voulez dire que je ne suis pas le produit de mon cerveau? Vous n'êtes pas votre cerveau. Vous n'êtes pas votre corps. Je peux exister sans mon corps, mais mon corps ne peut pas exister sans moi, comme quelqu'un me l'a écrit. Donc votre corps a besoin de votre conscience pour être en vie, mais vous pouvez être plus vivant que jamais, consciemment, sans votre corps. Ce qui est surprenant, c'est que vous me dites des choses que l'on pourrait attendre d'une personne religieuse, alors que vous êtes cardiologue. En tant que scientifique, qu'est-ce qui vous a conduit à ces conclusions? J'ai totalement changé d'avis, parce que j'avais été éduqué dans un monde matérialiste en tant qu'étudiant en médecine, puis comme médecin. J'avais l'habitude de tout accepter selon cette hypothèse, mais il était impossible d'utiliser ce modèle matérialiste pour comprendre comment et pourquoi les patients vivaient des expériences de mort imminente et des expériences de sortie hors du corps. La compréhension de toutes ces expériences devient possible en posant l'hypothèse que la conscience est située hors du corps. Et je ne suis pas le premier à en parler. Platon a écrit à ce sujet. Les hindous en parlent dans les Upanishads. Les bouddhistes tibétains en parlent. Le livre des morts égyptien en parle. La Kabbale en parle. Ce n'est pas nouveau. Mais les expériences de mort imminente permettent de regarder différemment ces anciennes connaissances qui ont toujours existé. Les expériences de mort imminente sont entrées dans notre réalité lorsque les techniques médicales de réanimation ont permis de récupérer des personnes qui auparavant décédaient. Elles sont revenues de leur période d'inconscience durant leur arrêt cardiaque avec des souvenirs de perception qu'elles n'auraient jamais dû avoir si l'on en croit nos connaissances médicales actuelles. Quittant les Pays-Bas où un cardiologue réputé me laisse entendre que notre conscience ne serait pas générée par notre cerveau, je rends visite au sociologue Alan Kelleher qui donne un cours sur les expériences de mort imminente à l'université de Bath, en Angleterre. Il s'est plongé dans la littérature anthropologique et a découvert que ces expériences sont un phénomène qui touche le monde entier et depuis des millénaires. En fait, ces expériences de sortir du corps, ces rencontres avec des êtres de lumière, ces visions mêlées d'un sentiment d'extase, de plénitude, ont toujours accompagné l'histoire de l'humanité. Elles portent simplement des noms différents, suivant le lieu et l'époque où elles se produisent. Est-ce que c'est une expérience que l'on peut observer dans le monde entier? Je dirais que l'expérience de mort imminente est universelle, mais qu'elle varie selon les cultures. Les choses fondamentales, telles que le fait de basculer dans un autre monde ou une autre réalité et de rencontrer des amis ou des parents défunts, cela a été rapporté dans toutes les cultures et toutes les sociétés. Par contre, entre le moment du décès et la rencontre avec les défunts, il y a des choses qui varient. Le tunnel, la vie qui défile, parfois cela arrive et parfois non. Mais d'une manière générale, les expériences de mort imminente, ces expériences mystiques en quelque sorte, sont des expériences quasiment universelles si l'on en croit les études anthropologiques et religieuses. Il n'y a pas de sensation de tunnel.
Il n'y a pas de description de tunnel avec le fait d'être mort et de sortir de son corps. Pourquoi croyez-vous que les peuples de chasseurs-cueilleurs ne décrivent pas un tunnel? Est-ce qu'ils parlent d'autre chose? Ils doivent décrire un autre lieu? C'est exact. Ils ne parlent pas de tunnel car en général, ils n'en ont pas. Ce n'est pas que la forme soit inconnue, mais c'est le terme tunnel qui est inconnu. Si je vous dis, vous traversez une zone longue et sombre, que diriez-vous? Un grand nombre d'entre vous utiliserait le mot tunnel pour décrire ce passage dans le noir. Et là, vous avez raison. C'est que ces peuples primitifs ne vont pas utiliser le mot tunnel. Quand ils parlent de traverser dans l'ombre, en fait, ils sont souvent dans un bateau en train de ramer dans la nuit, ou bien ils marchent dans la nuit, et puis ensuite le jour se lève. L'expérience de mort imminente comprend beaucoup de choses. Nous avons déjà évoqué les quelques caractéristiques les plus communes. Un état d'inconscience, la sortie hors du corps, une sensation de tunnel, sa vie qui défile, la vision de la lumière ou des êtres de lumière, la rencontre avec des membres de sa famille ou des amis défunts, le retour, les valeurs qui changent, l'apprentissage, le dévouement, l'amour, ce genre de choses. Mais en vérité, peu de personnes vivent la totalité. Beaucoup d'entre eux ont juste une expérience de sortie hors du corps et une courte sensation d'être dans un tunnel, et c'est tout. Quelques personnes vont juste voir leur père défunt, ou ils vont brièvement voir quelqu'un qu'ils pensaient être décédé. Il y aura un regard échangé, et c'est tout. Lorsque vous parlez avec des personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente, dans n'importe quelle culture, il est intéressant de remarquer que le terme qu'ils vont souvent utiliser est « ineffable », quelque chose qu'il est difficile de décrire avec des mots. Et c'est vrai. Alors ils prennent des mots par ici par là pour la décrire. Quelques-uns vont dire avoir vu Jésus-Christ ou Krishna, mais nous sommes presque certains qu'il ne s'agit pas de Jésus ou de Krishna. En fait, on ne sait pas de quoi il s'agit. Ce genre d'expérience se produit depuis des milliers d'années et n'a cessé d'inspirer toutes les civilisations. Cela fait partie de la réalité, ce n'est pas surnaturel. C'est extraordinaire, mais cela appartient totalement à la gamme des expériences humaines. Est-ce que ça va au-delà? Qui sait? Ces expériences extraordinaires ont-elles une signification? Et surtout, quel sens chaque personne va-t-elle pouvoir donner à sa propre expérience? Dans un premier temps, de nombreux témoins disent qu'il est extrêmement difficile d'en parler. Nicole a vécu son expérience de mort imminente lors d'un violent accident de la route. Elle était alors une brillante directrice commerciale, mais après l'accident, elle a changé. Les nouvelles valeurs qui s'imposaient à elle n'étaient plus compatibles avec sa vie d'avant. Aujourd'hui, elle anime des groupes de parole où les témoins viennent évoquer entre eux leur expérience de mort imminente. Je vais découvrir un peu surpris toute la difficulté qu'ont ceux qui les vivent à en parler, même à leurs proches. Je me trouve dans une sorte de lumière, une sorte de nuage lumineux. Je ressens tout ce que dit la lumière, tout ce qu'elle me dit, tout ce qu'elle pense. Je suis dans la lumière, je suis, je peux dire en toute modestie, je suis aussi la lumière à ce moment-là, pratiquement. Hein. C'est une transfusion. J'ai vu ma vie défiler. Alors je lui dis aujourd'hui avec tendresse, parce qu'on voit tes trucs bien qu'on a fait, puis on voit aussi tes trucs un peu moins sympas. Mais toujours cet amour, toujours cet amour, toujours cet amour. Pas du jugement, pas rien. Juste quelque chose qui me disait, regarde ce que tu as fait de ta vie. Chaque fois que je raconte tout ça, je trouve les mots insuffisants pour exprimer ce qu'on ressent sur le moment. Vous voyez, j'étais bien. Vous pouvez pas vous figurer. Si, oui. Vous étiez familier de cet univers des expériences de mort imminente avant? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'étais quelqu'un de très terre-à-terre, assez rationnel, c'est sûr.
Et voilà, et donc j'avais une vie, on va dire comme monsieur, madame, tout le monde. J'étais pas spécifiquement ni intéressée jamais par ces questions des NDE ou bien même de la mort. J'étais concrète, rationnelle et concrète. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous trouvez de bien à parler entre vous de ces expériences? Mais justement, de pouvoir en parler, c'est tout simplement ça. Je trouve que c'est immense, c'est énorme, d'avoir une écoute bienveillante. On parle le même langage, même si on a vu des choses différentes. Il n'y a aucun jugement. Ça, c'est extraordinaire. Je suis heureuse d'être là parce que déjà, c'est la première fois que je rencontre des gens qui ont vécu la même expérience que moi. Et je sais qu'ils comprennent ce que je veux dire. Même avant que je sorte des mots, on se comprend. Moi, je vois, parce qu'ils ont vécu la même chose, on se comprend. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'en parler? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être aidé dans l'accompagnement? Parce qu'en fait, en même temps, c'est un beau cadeau. Et en même temps, c'est extrêmement compliqué d'intégrer cette autre réalité qu'on a vécue à la réalité, j'allais dire, d'ici. Et c'est ce qui vous a conduit à prendre en charge et à aider des autres personnes ayant vécu des NDE, comme aujourd'hui? Alors ça, c'est un peu autre chose. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée extrêmement seule avec cette expérience. Et je ne savais pas trop, je ne voyais pas à qui en parler. Je ne me voyais pas en parler à des docteurs, à des infirmières, ni même à des psys. Donc j'étais un peu perdue. Et en même temps, je sentais bien quelle importance ça avait, parce que ça avait changé tellement de choses à l'intérieur de moi. Les valeurs, les centres d'intérêt, bon, tout avait changé. Donc c'était difficile, parce que même moi, des fois, je ne me reconnaissais pas moi-même. Ce qui est quand même ennuyeux et pas très pratique. Et ne parlons pas de ma famille, évidemment, qui a eu beaucoup de difficultés, puisque je me transformais tellement. C'est ça qui est étonnant quand même. Vous vivez quelque chose qui vous bouleverse, et vous n'avez pas d'amis à qui en parler. La famille, c'est pas possible, votre compagnon non plus. C'est parce que, en tout cas, moi je l'ai perçu comme ça, les personnes ne comprenaient pas l'intensité de cette expérience et ne comprenaient pas tout ce que ça vient poser comme question. Ça devait être en 78, 77, quelque chose comme ça. À l'époque, on ne parlait pas de ce genre d'expérience, les médias n'en parlaient pas. Dans mon milieu, on n'en avait jamais entendu parler. Et en plus de ça, même les psys, le psy, c'était quand on était fou et qu'on allait directement à l'hôpital psychiatrique. J'avais envie de savoir qu'est-ce que c'était qui m'était arrivé. Et à chaque fois, j'ai eu l'impression qu'on me jugeait. J'ai senti la peur des autres dès que je m'aventurais sur ces espaces. Et je la comprends en plus, parce que moi-même, j'ai eu des moments où j'ai été traversée par des peurs, parce qu'on peut même avoir la peur d'être fou. Et pourtant, l'expérience de mort imminente n'est pas un signe de maladie mentale. C'est ce que m'a affirmé le psychiatre Bruce Grayson au début de mon enquête. Il avait aussi évoqué une autre des caractéristiques majeures de ces expériences. Elles bouleversent ceux qui les vivent et les transforment profondément. Après une expérience de mort imminente, les priorités changent, les objectifs de vie évoluent, parfois de manière radicale. Comment quelques secondes peuvent-elles bouleverser une existence à ce point? Ce qui est particulier dans votre histoire, c'est que vous êtes directrice commerciale et maintenant vous faites de l'aide et de l'accompagnement. Oui, c'est vrai que c'est particulier et en même temps, j'ai le sentiment, d'une manière générale, c'est pas de chiffres, mais que souvent les gens qui vivent des expériences de mort imminente sont après, d'une manière ou d'une autre, tentés finalement de travailler soit dans le bien-être en général, je vais l'appeler un peu comme ça, soit dans le côté justement aide aux personnes, thérapie. J'ai ce sentiment que peut-être ça nous reconnecte à aider davantage les autres. Très très vite, je me suis mis au service des autres. Je pense que voilà, c'est ce qui m'a sauvée en fait. Je dirais c'est ce qui m'a permis de m'asseoir dans cette nouvelle dimension, dans cette nouvelle Martine que j'étais devenue. Ce que j'en ressors, c'est que j'ai une énorme joie de vivre et j'aime la vie et je voudrais que tout le monde aime la vie de cette manière-là parce que on a tout pour être heureux
Et si on sait s'aimer et aimer, donner de l'amour aux uns et aux autres, on a tout compris. Il n'y a rien d'autre de vrai, sinon. Après, je pense que chacun va trouver quand même des pistes. Parce que l'avantage qu'on a peut-être, je ne sais pas, c'est qu'on se sent relié à quelque chose d'autre. D'invisible, bien sûr. Et donc, du coup, ça nous donne, je pense, une force. Alors, on pourrait appeler ça la foi, mais pas la foi, pour moi, dans le sens religieux. Hein, la foi dans... on pourrait même l'appeler la vie avec le grand V, à la limite, ça pourrait faire l'affaire. On pourrait l'appeler Dieu si Dieu ça va, mais on peut trouver un autre nom. Et du coup, cette reliance à cette foi, ça nous donne quand même une force parce qu'on peut se dire qu'on est connecté à autre chose qui va aussi nous aider sur notre chemin ici. Au-delà des croyances religieuses propres à chacun, l'expérience de mort imminente renforce chez nombre de témoins un sentiment d'ordre spirituel. Le simple fait de se voir depuis l'extérieur de son corps, en étant totalement convaincu que l'expérience est réelle, est déjà en soi bouleversant. On continue à exister alors que l'on n'est plus dans son corps. Que se passe-t-il lorsque l'on est déjà fortement engagé dans une démarche religieuse, que l'on est prêtre par exemple, et que l'on vit une expérience de mort imminente? C'est arrivé au père Patrice Gourrier lors d'un accident opératoire 2 mois avant son ordination. Bonjour mon père. Bienvenue. Merci, ravi de Par vous ici. rencontrer. Cette expérience changea à jamais son existence. En quelques mots, vous avez eu quel type d'expérience pendant votre NDE? Eh bien, on peut dire que j'ai vu la mort de près. Voilà, d'abord, il y a eu l'annonce par le médecin qui m'a dit un beau matin que l'issue de la journée allait être fatale. Ce qui est intéressant avec le recul, c'est qu'il n'a pas prononcé le mot de mort. Il m'a dit que l'issue de la journée serait fatale et qu'il fallait que je prévienne ma famille. Alors, fatale, j'ai compris ce que ça signifiait. C'est intéressant. Je sentais que je mourrais. Je sentais que la mort était proche. Mais ce qui s'est passé, je vous décris l'expérience. Oui. J'étais couché dans une barque, sur le dos, et une ombre noire a jeté l'amarre. Et la barque s'est mise à partir au fil de l'eau, avec une légère brume sur l'eau. Et au fond, il y avait beaucoup de lumière, une grande lumière blanche vers laquelle j'allais en glissant sur cette eau. Et le sentiment que j'éprouvais, c'est un sentiment de grande, grande paix. Et je voyais l'ombre noire sur la berge qui s'éloignait. Et moi qui partais. Et j'avoue, depuis ce jour-là, je n'ai plus du tout peur de la mort. J'ai plus peur de la souffrance, je n'aime pas souffrir comme tout le monde, mais de la mort, non, parce qu'à ce moment-là, il y avait un sentiment trop grand de bien-être. Vous dites que votre foi, effectivement, a facilité peut-être votre perception de l'expérience, mais en même temps, quand vous en parlez, on a l'impression de quelque chose qui a totalement submergé la personne que vous êtes. C'est certain, c'est certain. C'était comme, j'emploie le mot de déchirement, voilà. C'est-à-dire un déchirement intérieur, comme si un voile était déchiré, voilà. Un voile qui voilait un certain nombre de choses. Et ce voile est déchiré. Alors maintenant, à travers ma vie, à travers ce que je peux dire, j'essaie de montrer ce que j'ai vu. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une grande pudeur à confier ce genre de choses. C'est pas facile de vous en parler aujourd'hui. J'en parle rarement. Et c'est vrai qu'à l'église, pendant une homélie, je n'en parle jamais. Parce que pour moi, c'est quelque chose de tellement intime que ça mérite de prendre le temps. Voilà. Alors ceux qui vont nous voir vont dire que je parle devant beaucoup de gens. À la télévision, il y a un gros impact. Mais peut-être qu'il a fallu ces 10 ans de maturation pour que j'en parle avec autant de facilité aujourd'hui. Oui, parce que c'est vrai que si on voyait ça d'une façon caricaturale, on se dirait, vous êtes prêtre, vous avez une expérience de l'ordre du spirituel. Bon, ben voilà, c'est plié, vous avez votre argument, vous pouvez vous en servir à foison. Et en fait, c'est pas ça du tout. Pas ça du tout, non, pas ça du tout. Non, parce que ça touche vraiment le plus profond de la personne. Voilà. Et le plus intime et le plus essentiel. Une expérience de l'ordre de l'intime, qui touche le plus profond de la personne, le plus essentiel. Est-ce que le regard du père Gourrier sur la mort a changé suite à son expérience de mort imminente? Vous dites qu'après votre expérience, vous aviez la certitude d'avoir vu ce que c'était que l'après-mort.
Qu'elle existait. Qu'elle existait. Qu'elle existait, que c'était pas la fin. C'est-à-dire que je n'ai pas eu le sentiment de tomber dans un trou noir et la nuit, point final. Là, non. J'avais le sentiment que quelque chose d'autre commençait. Et il vous faut cette expérience plutôt que votre parcours de prêtre pour vous en convaincre? Alors, c'est terrible de dire ça. Mais là, j'ai fait l'expérience dans mon corps de quelque chose de différent. Ouais, c'est presque une expérience corporelle, moi, je qualifie ça. Tout mon être était pris. C'est pas intellectuel. C'est dans mon être, dans mon corps. Et ce sentiment de bien-être dont je vous parlais, je le ressens encore. La dernière des caractéristiques importantes des expériences de mort imminente, la plus essentielle aux yeux d'une large proportion des témoins, est cette disparition de la peur de la mort. Ils n'ont plus peur, ils ont déjà vu le visage de leur mort. Ce n'est pas une pensée, ni une déduction, c'est une évidence, disent-ils. Jean a 81 ans. Il a vécu une expérience de mort imminente en 1949, durant son service militaire. Transporté à l'hôpital de Toulouse, il est opéré dans un état désespéré, mais le gaillard est solide. Quand j'étais en l'air, dans cette position si particulière, j'ai vu une plaque sous la table d'opération, 18 cm, arrondie de chaque côté, marquée Armes et Cycle de Saint-Étienne, une plaque verte avec des lettres blanches. D'ailleurs, à ce sujet, plusieurs semaines plus tard, j'en ai parlé à mon chirurgien. Et le chirurgien, il me dit, mais c'est pas vrai, il n'y a pas de plaque sous la table d'opération. Il y a 10 ans que j'opère là-dessus, et je n'ai jamais vu une plaque sur la table d'opération. D'ailleurs, il y a un molleton par-dessus, donc il ne peut pas y avoir de plaque. Mais comme il était déjà intrigué par les histoires que je lui avais racontées, il me dit, d'ailleurs, attends, je vais aller voir. Et il est parti une dizaine de minutes. D'ailleurs, la salle d'opération n'était pas très loin, j'étais un peu étonné qu'il mette tant de temps. Et quand il est revenu, blanc comme un linge, il était blanc comme un linge, je le revois encore, en me disant simplement, elle y est. Ça veut dire que la lumière aussi était vraie. Alors là, j'ai été dans un bonheur infini. Je ne pouvais que m'en sortir et j'étais heureux comme tout de savoir que ce que j'avais vécu n'était pas n'importe quoi. Moi, mon NDE m'a apporté une vision complète de la vie, de chaque jour, de la mort. Et actuellement, même 60 ans plus tard, je me dis que j'ai vécu un moment prodigieux. Je ne suis pas mort, parce que je ne serais pas là, c'est évident. Mais je suis allé aux frontières de la mort. Je suis allé aux frontières de la mort et j'ai entrebâillé la porte de ce qui nous attend. Et ce qui nous attend est merveilleux. Ce qui nous attend, c'est le bonheur. Il n'y a que de l'amour de l'autre côté. Il n'y a que de l'amour. J'aimerais revenir sur votre rapport à la mort. Parce que vous avez perdu des enfants, je crois. Oui, oui. C'est quand même un moment... Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Oui, j'ai eu la malchance de perdre 2 enfants. Un qui avait 22 ans d'un accident de voiture, il s'est endormi au volant, d'après la conclusion de l'enquête. Et un autre, il y a 4 ans, qui était infirmier et qui est mort d'un infarctus à Saint-Gaudens, Bruno. Et ce garçon, si vous voulez, comment dirais-je, j'ai une tristesse infinie de ne pas les avoir, de ne plus avoir, parce que c'est les 2 petits avec lesquels je m'entendais remarquablement bien, mais je ne les plains pas. Ils sont un bonheur infini, ils sont heureux là où ils sont, ça il n'y a aucun doute là-dessus. On a la chance de vivre, il faut en profiter. Et moi, depuis 81 ans, j'en profite. Et puis, maintenant que je suis à déclin de mon âge, je vais mourir bientôt d'ailleurs, mais cette mort ne m'effraie absolument pas. Moi, je sais que je vais mourir. On me dirait, tu vas mourir le 15 septembre. Pourquoi le 15 septembre? J'en sais rien, peut-être que ça se réalisera. Eh bien, ça va. Je n'aurai aucune angoisse. Je n'aurai pas d'impatience parce que je suis très heureux avec mon épouse à l'heure actuelle, Claudie. Mais il n'empêche que
ça a changé complètement la conception que j'ai de la vie et de la mort. Car je suis certain que notre mort, qui est programmée obligatoirement, notre mort, c'est un passage. La mort est un passage. Cette assurance est partagée par la quasi-totalité des personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente. Mais ces expériences nous disent-elles ce qu'est la mort? Ce qui est quand même assez troublant, et vous le soulignez, c'est que les expérienceurs sont convaincus d'une survivance quelconque, et ils n'ont plus peur, ça règle vraiment la question pour ces gens qui ont fait l'expérience. Je ne sais pas s'ils sont convaincus d'une survivance. Ce dont ils sont, c'est même pas convaincus, c'est qu'ils l'ont vécu. C'est que pour eux, cette expérience était quelque chose comme le plus beau jour de leur vie, de toute façon. Donc, comme ils ont eu en même temps la notion d'être mort, ce qui est faux puisqu'ils sont revenus, pour eux, la mort n'est pas un problème, ils n'en ont pas peur. Maintenant, n'ayant pas vécu l'expérience, je ne peux pas vous dire ce qui se passe au fond de soi-même quand on a vécu une telle expérience. C'est pas une expérience qui nous dit ce que c'est que la mort? Il y a le mot mort, mais il y a aussi le mot imminent. C'est un peu comme on pourrait parler d'expérience d'embarquement imminent. Si vous allez prendre l'avion, vous allez enregistrer vos bagages, vous allez prendre le tunnel avec, avec un escalier roulant ou avec des choses comme ça. Vous allez passer dans la zone d'embarquement. Jusque-là, vous êtes encore dans l'aéroport, vous n'avez pas encore pris l'avion. Si, au moment de prendre l'avion, vous revenez, vous avez vécu une expérience d'embarquement imminent. Si vous prenez l'avion, vous partez de là, mais vous n'êtes plus là pour nous raconter l'histoire. Donc on ne sait pas ce qui se passe dans l'avion, on ne sait pas ce qui se passe pendant le vol, on ne sait pas si l'avion existe, on n'en sait rien. Qu'y a-t-il après la mort? Il n'est pas possible de répondre objectivement à une telle question. La science est incapable, aujourd'hui, d'apporter des éléments solides pour défendre une hypothèse ou une autre. Il n'existe aucune preuve scientifique d'une vie après la mort, mais aucune preuve n'affirme à l'inverse qu'il n'y ait rien. Restent ces expériences qui ont affecté des millions de personnes à travers le monde. Elles ont changé les témoins, bien sûr, mais aussi tous ceux qui se sont penchés sur le sujet, comme le professeur de psychologie Kenneth Ring, dont la vie a été profondément transformée par ces années passées à écouter ces hommes et ces femmes. Vous avez peur de mourir? Vous plaisantez? J'ai hâte. Mais pas tout de suite, comme disait Saint-Augustin. Pas tout de suite. Non, je pense que c'est une aventure. Je suis vraiment curieux, en fait. J'ai fait toutes ces recherches, j'ai parlé avec tous ces gens, mais je ne saurai vraiment que quand cela m'arrivera. Et donc mon sentiment face à la mort est plus de la curiosité que de la peur. Nous voyons la mort uniquement de l'extérieur. Nous vivons le décès de quelqu'un en tant que spectateur. Et en général, nous trouvons ça horrible, surtout si la personne a mal et qu'elle souffre. Nous voyons les tuyaux, tout ça. Mais vécue de l'intérieur, la mort est complètement différente. Et de ce point de vue-là, elle n'existe pas. Il est important que les gens sachent que la mort a le visage de l'amour, si je puis le dire ainsi. Elle a le visage de l'amour au moment de votre mort. La lumière, la paix, cet incroyable amour, la compréhension qui vous envahit. C'est important d'apporter ce point de vue. Je sais qu'une de vos préoccupations au début de vos recherches était que si vous disiez que l'au-delà était super, vous ne vouliez pas pour autant que les gens se suicident. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme réponse à ça? J'ai parlé avec beaucoup de personnes qui ont tenté de se suicider et qui du coup ont vécu une expérience de mort imminente. Toutes ces personnes ont dit que le suicide n'est pas la solution. Une des craintes de Kenneth Ring, partagée par Bruce Greyson, ainsi que les autres pionniers de la recherche sur les expériences de mort imminente, était qu'à dépeindre une proximité de la mort en des termes si merveilleux, il risquait d'inciter les gens au suicide. Ce sont les témoins eux-mêmes, ceux qui avaient vécu une expérience de mort imminente après une tentative de suicide, qui allaient leur donner les meilleurs arguments contre cette idée. Comme Xavier, rencontré au début de mon enquête, car son expérience de mort imminente, Xavier l'a vécue après une tentative de suicide. Il est aujourd'hui infirmier et directeur d'une mini-crèche. Vous mettez fin à vos jours, vous arrivez dans cette lumière. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas envie d'y retourner tout de suite? Parce qu'en fait, ce que j'ai appris, voilà, c'est que ma vie ne m'appartient pas.
J'en suis maître, j'en suis acteur, j'en suis responsable dans ma vie d'être humain ici sur Terre, dans cette société. Et en fait, ce que j'ai découvert, pour que ce soit pas trop difficile et en conséquence pas trop douloureux, c'est en tout cas accepter les choses telles qu'elles se présentent. Ça veut dire dans leur manifestation et aussi dans leur manière dont elles nous touchent. La vie ne vous appartient pas, c'est-à-dire ? Il ne m'appartient pas, en tout cas, moi, de décider du terme et de la manière et du moment où ça arrivera. Voilà. Et puis, de toute façon, je m'en soucie pas. Ça arrivera quand ça arrivera. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ici et maintenant ce que j'ai à faire tout de suite. Comment se fait-il qu'une telle expérience redonne le goût à la vie? Comment le psychiatre Bruce Greyson explique-t-il que ces personnes ayant vécu une expérience de mort imminente ne fassent plus de nouvelles tentatives? Nos études, ainsi que d'autres études ultérieures qui l'ont confirmé, ont montré que les personnes qui ont tenté de se suicider et qui ont vécu une expérience de mort imminente lors de cette tentative deviennent moins suicidaires et ont tendance à ne pas vouloir recommencer. Si vous leur demandez pourquoi, ils répondent que, suite à cette expérience, ils ont le sentiment que la vie a un sens qu'ils ne voyaient pas auparavant. Il est possible qu'ils aient toujours les mêmes problèmes, ceux qui les ont conduits à leur tentative de suicide. Mais maintenant, au lieu de vouloir y échapper, ils les considèrent comme des occasions pour grandir, des expériences positives à vivre, et qui font partie du sens qu'ils donnent à leur vie. Maintenant, ils estiment qu'ils n'ont plus le droit de se suicider. Et de leur point de vue, ça n'a plus aucun sens. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans votre vie suite à cette expérience? Tout. Tout, ma perception de la vie, mon regard sur la vie, ma façon d'être, ma façon de penser, ma façon de voir, de réagir, de dire. Tout. Ce que j'ai reçu, moi, de là-haut, qu'est-ce que j'en fais ici concrètement sur Terre? Comment en fait, voilà, je fais un peu le facteur au final. Il y en a qui ont gagné au loto de l'argent. Voilà. Vous remarquerez, quand on pose la question aux gens, oh ben moi j'en donnerai un peu à Pierre, Paul, Jacques, ceci, cela. Pourquoi on le fait pas maintenant? Parce qu'il n'y a pas surabondance. Moi, j'ai pas gagné le loto de l'argent, j'ai gagné le loto de l'amour. Et je suis un peu en surabondance d'amour. Il y a une catégorie d'humains qui reçoit très bien ce message-là, c'est celle des enfants. Et c'est plus fort que soi, ça va au-delà d'un simple raisonnement mental et intellectuel. Voilà, je suis imprégné de ça et c'est en moi pour toujours. Un an et demi après, je tombais sur le livre de Raymond Moody, La vie après la vie. Je m'en souviendrai toute ma vie de ce jour-là. C'était à une braderie, j'étais en famille un dimanche. Et là, debout, mes deux pieds, ça touche un livre, je baisse les yeux, La vie après la vie de Raymond Moody. Alors ça, je me dis, ça, c'est fort de café. Je commence à feuilleter, et alors là, j'ai lâché toutes les larmes de mon corps, mais de joie, de joie, de joie. Vous m'auriez vu un fou dans la foule, en train de faire des bonds de joie, en train de courir après ma famille. J'appelais ma famille, Laurence, voilà, je suis pas fou, regardez, ça s'appelle une NDE, et il y a plein de gens qui l'ont vécu, et je suis pas tout seul. Ça s'appelle une expérience proche de la mort, je suis pas fou, et tout ça. C'est vrai que de ce jour-là, mais alors du jour où j'ai pu identifier, mettre un nom sur ce que j'avais vécu, là, il y a, je dirais, un boulevard de vie gigantesque s'est ouvert à moi. En fait, c'est une expérience très courante. Elle arrive à des millions de gens qui continuent à vivre normalement. Ils changent peut-être, mais leur vie reste normale. Pour ceux qui l'ont vécu, ce qui est important, ce n'est pas ce que l'expérience de mort imminente nous enseigne sur la mort, mais c'est ce qu'elle nous dit à propos de la vie. The important thing is what it tells us about life.
Les expériences de mort imminente nous parlent sans doute de la mort, mais qu'ont-elles à nous dire sur la vie? Ces mots de Bruce Greyson résonnent en moi alors que s'achève cette enquête. Voilà des expériences qui se produisent à travers le monde entier, sur des millions de femmes, d'hommes et même d'enfants. Des expériences qui ne sont pas des rêves, ni des hallucinations, ni des troubles de la perception. Rien n'explique comment tous ces gens ont pu vivre cette expérience et percevoir le monde hors de leur corps. Nous avons écouté les témoignages de ceux qui les vivent et entendu des médecins, des psychiatres nous démontrer leur réalité, même si elle demeure encore inexpliquée. Je l'ai constaté tout au long de mon enquête, ces expériences ont changé la vie de tant de personnes. Elles ont éclairé leur existence. Alors oui, ces expériences ont sans doute beaucoup à nous dire sur la vie. Des choses qui sont très surprenantes. Je suis allé aux frontières de la mort. Ne me demandez pas d'expliquer, parce que je l'explique pas. Je me sentais pas bien, comme si c'était réel. J'aimais une énergie particulière. Plus on en connaît, moins on en connaît.